Attention, rien ne va plus, les choses sérieuses commencent. On va parler de mon écrivain préféré, et ce sera pas la dernière fois. On va parler de Marie-Aude Muraille. Alors, si vous ne la connaissez pas, honte à vous, c'est une écrivain jeunesse. Oh, quelle surprise, une écrivain jeunesse encore. Une écrivain jeunesse hyper géniale. Faut savoir que c'est pas une débutante, elle en a fait des caisses de bouquins, elle a un sacré palmarès, une sacrée renommée, hein, mine de rien, en France. Et je suis un addict de Mario de Muraille. Je collectionne littéralement tous ces bouquins, je les adore. Ouais, un addict, je suis un petit peu psychopathe avec elle. Il y a tellement de bouquins de Mario de Muraille dont j'aimerais parler parce que honnêtement, ils valent le détour. Honnêtement, c'est des perles, c'est des petits bijoux. J'en reparlerai, j'ai tellement de bouquins que j'ai envie de. Je. Mais pour commencer, on va prendre une saga qu'elle a fait, une saga de livres, qui n'est pas encore finie d'ailleurs, qu'elle a commencé en 2016. Sauveur et fils. Là, en ce moment, que je sens que cette jeunesse va pas très très bien. Je viens de sortir un premier roman où je mets au centre un psychologue. Ce psychologue, avec son point d'observation sur le monde, sa bienveillance, son empathie, sa manière d'essayer de chercher qu'est-ce qui est drôle dans ce qui est triste, c'est moi. Donc, il s'appelle Sauveur. Si je vous dis Sauveur, c'est moi. Comme vous venez de l'entendre, Mario de Muraille, ce qu'elle avait envie de faire, c'était de transmettre un message aux jeunes à travers cette série de bouquins. De transmettre un message aux jeunes qui. Elle avait trouvé qu'on va pas très bien, les jeunes d'aujourd'hui. Mario de Muraille, il faut savoir qu'elle adore faire des sujets très très actuels dans ses bouquins. Elle peut parler du féminisme, du racisme, de l'homophobie, du sexisme, de l'avortement aussi. Elle peut parler de la mondialisation, elle peut parler de l'immigration. Elle parle de tellement de trucs, c'est fou. Et comment elle va faire pour traiter le plus de sujets possible concernant les jeunes dans un seul bouquin, avec un scénario malin, un scénario basé sur un psychologue. Donc voici tout simplement le quotidien de Sauveur Saint-Yves. Sauveur, un grand gars, très grand, 1m90 pour 80 kilos, la quarantaine, noir comme ses origines antillaises, et psychologue dans une banlieue d'Orléans. Du coup, on suit ses consultations, on le voit rencontrer des jeunes, rencontrer des moins jeunes aussi, rencontrer des très jeunes parfois, et écouter leurs problèmes et essayer de les accompagner. J'allais dire de les résoudre, mais de les accompagner. Je verrai ça plus tard. Et c'est là que c'est marrant, comment on fait pour traiter énormément de sujets sans que ce soit le foutoir. Avec un psychologue, c'est pratique parce que on peut parler de la scarification, de l'anorexie, des addictions, on peut parler du deuil, on peut parler de l'énurésie aussi, on peut parler de la phobie scolaire, on peut parler du harcèlement, on peut parler des réseaux sociaux, on peut parler de tout parce que chaque patient amène des thématiques différentes. On peut parler des familles recomposées évidemment, on peut tellement de trucs, vous imaginez même pas. En même temps, en 6 bouquins déjà, il y avait du taf à faire. C'est vrai que quand on s'appelle sauveur, c'est un peu comme si on était prédestiné à sauver les gens. Sauf qu'un psychologue, c'est pas là pour sauver les gens. On peut pas sauver les gens. On peut les écouter. Et c'est ce que fait Sauveur. Et le point fort de Mario de Muraille dans toutes ses œuvres, c'est de dépeindre des personnages. Et ceux de Sauveur et Fils, qu'est-ce qu'ils sont incroyables. On a envie de les suivre. On a envie qu'ils aillent mieux. Enfin, pour ceux qui sont touchants, il y a des gros cons aussi, mais très peu. On a envie qu'ils aillent mieux. On a envie d'apprendre à plus les connaître. On a envie de creuser avec Sauveur leur passé, leur histoire, de creuser ce qui va pas et de les voir aller mieux. On a envie de les voir grandir. Surtout qu'aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord avec moi, on entend énormément ce genre de phrases. Ouais, la génération d'aujourd'hui, elle part en couille. Les jeunes maintenant, ils font n'importe quoi. Ils s'inventent des problèmes. Tu sais, la fameuse génération ouin ouin. Très, très sympathique, très sympathique. Merci. Merci nos aînés pour cette marque de considération. Et ben dans Sauveur et Fils, on arrête ce truc-là. On arrête de dire ah les jeunes ils pensent qu'à pinailler et on s'intéresse aux problèmes, tout simplement. On les écoute. Est-ce que ce serait ça ce que les jeunes générations ont besoin? L'écoute? Peut-être. Mais on s'intéresse pas qu'à la vie professionnelle de Sauveur parce que Sauveur, comme tous les psychologues, comme tous les gens quoi, à côté de la vie professionnelle, il y a la vie privée, il y a la vie familiale. Donc une fois qu'il quitte son bureau et qu'il revient chez lui, eh ben on assiste à sa vie, à sa vie avec son fils, Lazare, sa vie avec sa nouvelle compagne qui arrive très rapidement, c'est composé avec sa famille recomposée, composé, recomposé. Et sauveur, comme je l'ai dit, ce n'est pas un sauveur, ce n'est pas un dieu, c'est juste un homme. Alors en tant que psy, il est très compétent, mais en tant qu'homme, c'est pas pareil, il a aussi des problèmes.
Et c'est toujours un peu intéressant de voir la façon dont parfois ces patients empiètent un peu sur sa vie personnelle. Des fois, juste en pensée, il est au lit avec sa compagne et il n'arrive pas à déconnecter. Il se dit, mais elle, comment je peux l'aider Ah, mais lui, mais je suis sûr qu'il y a un vrai problème. Voilà. Et inversement, dans sa vie privée, ben, on a tous des problèmes dans notre vie privée. Et le boulot d'un psy, le premier boulot, c'est de réussir à passer outre, à séparer vie professionnelle et vie privée. C'est normal, quand tu es psychologue, que tu dois porter entièrement ton attention à quelqu'un, tu ne peux pas te concentrer sur ce qui s'est passé hier dans ton salon, même si c'est quelque chose d'horrible. Sauveur, il est fort, parce qu'il y arrive. Il y arrive généralement. Mais c'est pas évident. C'est un humain comme tout le monde. Des fois, il se plante. D'ailleurs, ça aussi, c'est intéressant parce qu'en plus de revaloriser un peu les jeunes, Marie-Aude Muraille, elle revalorise aussi la psychologie. Vous avez sûrement entendu aussi ce genre de phrase les psys, c'est les plus fous d'entre nous. Psychologue, ça sert à rien, c'est des trucs de riches. Mais de toute façon, la parole, ça résout pas tout, c'est n'importe quoi. Quand on est dans le cabinet de Sauveur, on peut voir à quoi ça ressemble. On peut voir le cheminement. On peut se faire une idée, même si bon, ça reste de la fiction. C'est quand même super intéressant. Et qu'est-ce que c'est chaleureux. C'est pas du tout c'est pas du tout le cliché du gars qui est ok, Freud dirait que non, non, non. Même s'il a des références de psy, c'est normal. Mais il y a un côté vraiment chaleureux. Sauveur, dans le fait qu'il soit à l'écoute de la personne, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. En plus, les profils des patients sont tellement variés, c'est impossible de ne pas s'identifier au moins à un d'eux. Et voilà, on aimerait avoir un sauveur, on aimerait tous avoir un psy comme sauveur. Alors, je pense que je l'ai suffisamment répété, Sauveur n'est pas un sauveur, par conséquent ce n'est pas un magicien. Ce serait trop beau aussi dans les 6 tomes, chaque thérapie avec un patient se finissait par ça y est, je n'ai plus de problème, merci monsieur Sauveur, oh là là. Ce serait beau, hein, mais bon, suffirait pas de faire 6 tomes pour ça, hein, un seul ça suffirait. Alors c'est vrai que dans chaque tome, il y a des patients des fois qu'on voit et qu'on ne voit plus après parce que leur problème est résolu, parce qu'il y a des patients, leur problème peut être résolu à peu près facilement. Je dis à peu près, par exemple dans le tome 1, il y a un petit garçon qui fait pipi au lit, qui est énurétique, et je vous spoile pas, Sauveur réussit à trouver la cause de son énurésie. Et donc on ne revoit pas le gamin à la fin parce qu'il n'a plus d'énurésie. Et dans chaque tome, on retrouve des personnages comme ça, des personnages qu'on ne suit que sur un livre, parce qu'ensuite il y a une conclusion à leur problème. Même si des fois la conclusion elle est en demi-teinte, mais il y a toujours une forme de résolution. Mais la plupart des personnages, on les suit sur plusieurs livres. Il y en a qu'on suit depuis le début, et c'est pour ça qu'on s'y attache énormément. Je pense à Ella, qui devient Elliot d'ailleurs par la suite. Je pense à Samuel, à Margot, Blandine. Il y en a tellement qu'on n'a pas envie de lâcher. Et pourquoi eux, ils restent plus longtemps? Pourquoi eux, au fil des années, parce que la série s'étire sur 3 ans, je crois, pourquoi est-ce qu'ils restent? Pourquoi est-ce qu'on les suit encore? Parce que les problèmes, c'est pas toujours aussi simple. C'est pas toujours aussi simple de les résoudre. Des fois, c'est des trucs qui se sont construits il y a des années, qui ont affecté notre inconscient. Des fois, il y a des choses qui nous marquent à vie et qui peuvent pas se résoudre. Alors vous allez me dire pourquoi aller chez le psy si le psy ne peut pas résoudre vos problèmes? Eh bien en fait, juste le fait de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir parler de ce qu'on ressent, de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui a un regard extérieur, ça permet de débloquer énormément de choses. Ça permet pas toujours de résoudre le problème, mais ça permet d'être peut-être plus clair avec, de pouvoir grandir. Et c'est ça le but. Sauveur, il n'est pas là pour les sauver, j'ai dû le dire au moins 5 fois, il est là pour les accompagner. La psychothérapie, c'est un travail long. D'ailleurs, c'est ce que dit Sauveur à un moment. C'est un travail qui se fait à deux, mais c'est un cheminement. On peut pas faire une réunion de psy. Oui, on va voir le psy, puis tous nos problèmes sont résolus. Il y a des parents comme ça hein, dans le bouquin. Les parents, notre fille a un problème, allez, une petite séance chez le psy puisque l'infirmière l'a demandé. Et puis ensuite, sitôt la séance finie, oui, du coup, il y a plus de problème. Hein, allez, au revoir, au revoir. Il y a de tous les profils. Il y en a qui croient à la psychologie, il y en a en mode un truc de bizarre. Ah là là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la série, elle s'étend sur plusieurs années. Parce que les personnages de jeunes qu'on a, que ce soit dans la vie privée de Sauveur ou dans ses patients, on les voit grandir, on les voit évoluer. Et l'évolution des personnages est tellement géniale. C'est génial. Le premier personnage qu'on rencontre dans le tome 1, Margot, qui se scarifie, au début, c'est une gamine hein, qui a 14 ans, qui est en mode qui a un caractère de merde, et voilà, pas en mode crise d'ado, mais en mode ado, tout simplement. Ouais, les adultes sont contre moi, ils comprennent rien.
à la fin du tome 6, elle a 18 ans. C'est plus une petite ado, c'est une jeune femme. Alors elle a toujours un caractère de merde, mais c'est son caractère aussi. Je pense à Alice Rocheteau, qui est la belle-fille de Sauveur. Elle aussi, elle a un caractère de merde, mais elles évoluent énormément. Leur caractère, on les sent plus matures, on sent le caractère plus affirmé. Vous voyez, je disais que c'est toujours un sale caractère, mais c'est leur personnalité. C'est pas une personnalité qu'on a tous à l'adolescence. C'est hyper bien. Les personnages sont très creusés. Il y en a aucun qui a une évolution. C'est non, non. À chaque fois, leur évolution est pertinente. Ils sont très très bien construits. Et ça sert le propos du roman. La psychothérapie, ça leur permet de se construire ou de se reconstruire. Alors Sauveur, vous êtes peut-être en train de vous dire: ah mais il doit être chiant ce personnage là, il est parfait, il est oh là là, je suis le psychologue, je sauve les gens. Il serait sûrement ennuyeux s'il était comme ça, le personnage parfait, le personnage de Sauveur. Mais voilà, j'ai dû le dire au moins, allez, 10 000 fois, Sauveur n'est pas un sauveur. Ah là 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 là, vous allez finir par vous en rappeler à la fin. Et par là, Sauveur a des tas de défauts, et c'est pour ça qu'on l'adore, c'est pour ça qu'il nous touche. Parce qu'un psychologue parfait, bon, c'est bien, mais il nous toucherait pas autant. Sauveur, il a plein de défauts. Il sait pas gérer son compte en banque. Il est nul dans tout ce qui est manuel. Il a énormément de mal à se réveiller. Il lui faut une tasse de café grande comme ça pour décuver le matin. Et puis surtout, comme je t'ai dit, séparer la vie professionnelle et la vie personnelle, ah bah des fois c'est aussi quand ça l'arrange, hein. C'est-à-dire qu'en thérapie, Sauveur est toujours ok pour répondre à une question d'un enfant. Sauveur est toujours là pour écouter un enfant, pour lui dire la vérité. Mais quand il s'agit de son fils, c'est peut-être plus compliqué. Pour parler à son fils Lazare, de sa maman qui est décédée il y a fort longtemps, pour lui expliquer les conséquences de sa mort, parce que conséquences de sa mort, bon, c'est du suicide lié à la dépression, lié à énormément de choses, c'est vachement complexe. L'histoire de Sauveur est très complexe, très développée dans le tome 1. Enfin bref, pour être tout à fait franc avec sa famille, avec sa compagne, avec son fils, ah c'est pas aussi simple. Ah bah Sauveur, il est content dans sa vie privée de pas avoir à répondre à la question d'un enfant, de pas avoir à être franc. Mais ouais, il fait de son mieux, hein. Mais encore une fois, c'est un humain. C'est ça qui est génial, c'est que voilà, le psychologue n'est pas le père, comme il le dit à un moment. Je crois dans le tome, je sais plus, mais il le dit à un moment. Le psychologue n'est pas le père. Et d'ailleurs, même en tant que psy Sauveur, il est pas parfait. Même si généralement il est quand même assez brillant, bah il est pas parfait. Des fois il se trompe. Dans le tome 1, il y a une dame il sait pas ce qu'elle fout là. La dame, elle lui dit des propos un peu incohérents, il comprend pas ce qu'elle lui veut. Et en fait, il est en mode oui. Et en fait, bah là, il l'aide pas beaucoup parce qu'il voit pas ce qu'elle fout là. Et en fait, bah la dame, bah en fait, elle tue les chats du voisinage. Et Sauveur s'en rend compte un peu trop tard et il se dit putain, mais quel psy de merde. Ça lui arrive de se planter. Sauveur, il est humain. Répétez après moi, Sauveur n'est pas un sauveur. Ah là 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 là. Du coup, voilà, des fois il se dépatouille comme il peut. Puis même au niveau des mœurs de société, il est très ouvert, mais des fois la société va un peu trop vite pour lui. Tout ce qui est du féminisme, le racisme, tout ça, là, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, la question du genre, je vous ai dit, il a un patient qui fait une transition de genre à un moment, qu'on suit d'ailleurs depuis le début, donc on est fatalement très touché. Sauveur, il a du mal. Déjà, il se renseigne fébrilement sur Internet, une transidentité. Et quand tu tapes transidentité sur Internet, tu tombes sur beaucoup de choses. Sauveur a du mal des fois à être tolérant. Alors, il n'est pas intolérant, mais il a du mal des fois à réussir à se mettre à la place de ses patients. Mais c'est aussi pour ça qu'il est humain. Il n'est pas parfait, il n'est pas tolérant, ouvert. Enfin, il est ouvert, mais il a des failles. Il a des failles. Mais c'est ça qui le rend intéressant. C'est ça qui fait que bah, c'est un psy, c'est un bon psy. Il apprend au contact de ses patients. Et d'ailleurs, pour que ça nous parle autant, et pour que ça parle surtout aux jeunes de maintenant, puisque Mario de Muraille écrit Sauveur et Fils pour eux, l'action se déroule dans un contexte contemporain. Mais genre contemporain, on suit la date du calendrier, hein. Ça commence en 2015, début 2015, et ça finit fin 2018. Et quand je dis que ça suit le calendrier, c'est qu'on a droit aux attentats de 2015 et par exemple aux Gilets jaunes. C'est pas toujours lié à l'intrigue, hein. Les Gilets jaunes, c'est juste mentionné, voilà. Les attentats, un petit peu plus. On est plus impacté au niveau de l'intrigue. Et pourquoi ce choix? Pour parler d'autant plus aux jeunes. Et comment ça leur parle d'autant plus? Parce qu'on a droit à toutes les références modernes. On a Donald Trump, on a Greta Thunberg, mais on a aussi YouTube, avec Joueur du Grenier, Cyprien, Norman qui sont mentionnés. Je ne vous mens pas, même Michou est mentionné. Et moi, je ne suis pas mentionné. On a aussi les réseaux sociaux ultra présents.
On a les mouvements comme MeToo, par exemple. On a énormément de facteurs très, 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 très contemporains. On sent que Mario de Muraille, elle s'est renseignée, mais vraiment renseignée sur le quotidien des jeunes, sur ce qui, sur leur peur, sur comment ils appréhendent le futur. On a World of Warcraft aussi qui est mentionné. Toulou. Genre Mario de Muraille, elle a joué à WoW pour préparer son bouquin. C'est génial. Bref, Sauveur et Fils, ça met tellement la jeunesse, je vais pas dire à l'honneur, mais les jeunes sont pas du tout perçus dans ce bouquin comme des fouteurs de merde ou des petits cons ou la génération qui part en couille avec les réseaux sociaux. Même si des fois il y a le sujet de l'addiction aux réseaux sociaux, c'est évoqué évidemment. Mais on est tellement plus que ça. Et pas seulement les jeunes, mais en fait tout le monde, parce qu'il y a aussi des personnages adultes. Bah, le fait d'accorder la parole à quelqu'un, le fait d'écouter quelqu'un, c'est peut-être d'autant plus important au XXIe siècle où la parole est souvent un peu dilapidée sous les médias, les réseaux sociaux, le numérique tout simplement. C'est peut-être aussi pour ça que ça fait du bien de, de parler, d'être écouté par quelqu'un. Et puis si on devait revenir sur la génération qui part en couille, la génération de ouin ouin, par rapport à ce que Marion Muraille disait en interview sur le fait elle trouvait que cette jeunesse n'allait pas très bien. À travers Sauveur, on voit que les jeunes grandissent dans un environnement avec, on a les attentats, on a la montée en puissance du complotisme, des extrémistes, l'omniprésence des médias, du numérique, le culte de la bien-pensance aussi, parce que mine de rien c'est un tabou, les addictions en tout genre, la malbouffe, mais aussi avec le féminisme, la montée en puissance de la tolérance et de la libre pensée, avec la prise de conscience écologique et la volonté de faire un monde meilleur, dans tout point. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas pires que d'autres. On vit une époque pas facile, mais quelle époque n'est pas facile pour grandir. Il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts. Mais il y a des qualités. Et les jeunes dépeints par Sauveur et Fils, c'est juste des gens pleins d'espérance, pleins d'espoir et pleins de vie. Même s'ils ont des fois des problèmes familiaux, des fois des problèmes psychologiques, des fois psychiatriques. Franchement, Sauveur et Fils, lisez-le. C'est un bonheur, ça donne plein d'espoir. Puis Mario de Muraille. Mario de Muraille, mais c'est tellement bien, les personnages sont tellement attachants. Et puis c'est tellement drôle, il y a tellement d'humour dans Mario de Muraille, un petit peu un humour comme ça, un humour en claquement de doigts. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des hamsters sur la couverture. En fait, Sauveur, dans le tome 1, il achète des hamsters, et on va dire que les hamsters se renouvellent régulièrement au cours des tomes. On va dire que c'est un peu l'animal totem de la famille Saint-Yves, on va dire. Ah là là, les hamsters, même les hamsters, ils gèrent Sauveur. J'espère que ça vous aura plu parce que je vous préviens d'avance, c'est pas la dernière fois que je parlerai de Mario de Muraille.